Bonjour chers élèves et bienvenue dans une série d'exercices sur l'induction électromagnétique. Dans cette série, je vais traiter deux exercices fondamentaux qu'on appelle les rails de Laplace. Donc, c'est deux variétés de rails de Laplace. Dans un premier exercice, on va considérer une barre qui est qui va se déplacer ou bien placer sur des rails auxquels on va communiquer une certaine vitesse V0 et on va étudier son mouvement lorsqu'elle est placée dans un champ magnétique perpendiculaire au plan des rails. Dans le deuxième exercice, cette fois-ci, on va placer deux rails qui peuvent se déplacer, deux tiges, A, B et C, D, qui peuvent se déplacer sans frottement sur les rails. Et on va communiquer à la barre AB une vitesse V0 et on va étudier le mouvement de ces deux rails-là. Donc une certaine vitesse V0 et on va voir quel sera le mouvement de ces deux barres. Donc voilà l'énoncé que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Voilà les rails fixes et voilà la barre AB qui peut se déplacer avec une vitesse V sans frottement. Le champ magnétique B est perpendiculaire au plan des rails. Première question, bien sûr, on va vous demander l'action de la force de Lorentz. À partir de la force de Lorentz, préciser le sens de déplacement des électrons. Ensuite, déterminer la valeur de la force de Laplace. Montrer que le courant induit est conforme à la loi de Lenz, déterminer la force électromotrice, déterminer le courant induit et montrer que le sens du champ à l'intérieur, le sens de ce champ à l'intérieur comme à l'extérieur du circuit est conforme à la loi de Lenz. Bien, dans la deuxième partie, on va prendre cette fois-ci deux tiges A, B et C, D. À t égale à 0, la tige AB est placée à l'origine. On va lui communiquer une certaine vitesse V0 et on va voir quel sera le mouvement des deux tiges. Bon, on va noter V de A, la vitesse de la tige AB, V de C, la vitesse de la tige CD. Et vous avez toujours les questions, c'est expliquer pourquoi il y a un courant induit qui va apparaître. Brièvement, déduire le mouvement global des deux tiges. Ensuite, on va étudier le mouvement global détaillé, déterminer la vitesse de A en fonction du temps, comment on va évoluer la barre CD en fonction du temps, déterminer le courant induit qui va être induit à l'intérieur de ce circuit-là. Et à partir d'un changement de variable bien choisi, on va résoudre ces équations-là et déterminer V de A et V de C en fonction du temps et déterminer l'énergie perdue par effet Joule au cours du temps et voir quelle est la relation entre cette énergie perdue par effet Joule et la variation de l'énergie cinétique du système en entier. Bien, donc commençons par le premier exercice. Donc voilà la barre AB. Donc on va lui communiquer une vitesse V égale à V suivant EX. Question, quel est le sens du courant induit par la loi de Lenz? Par la force de Lorentz d'abord. Bien, si vous avez un conducteur qui est placé dans un champ magnétique B, sur chaque particule électron libre du conducteur, charge libre du conducteur, s'exerce la force de Lorentz, qui est égale à QV vectoriel B. Bon, la charge c'est un électron, donc c'est moins EV vectoriel B. V est le suivant EX. V suivant EX, B, c'est B suivant EZ. Donc V vectoriel B, ça va vous donner, voilà, le vecteur V vectoriel B, les suivants moins J. Donc les électrons vont se déplacer de B vers A. Bien sûr, le courant se déplace de A vers B, parce que la force est les suivants moins J. Donc les électrons vont se déplacer de A vers B, voilà le sens de déplacement des électrons. Et bien sûr, le courant, c'est dans le sens inverse du déplacement des électrons. Donc le courant va circuler de B vers A. Bien. Quelle est la force de Laplace? Après, on va voir est-ce que c'est en accord avec la loi de Lenz. Eh bien, on peut déduire la force qui agit sur le conducteur AB en utilisant aussi la force de Laplace, qui est définie par ID de L vectoriel B. Une fois qu'on a défini le sens du courant, donc voilà ID de L, voilà V, donc V vectoriel B, vous voyez bien qu'il est suivant B vers A. Donc, voilà, la force D de F va être suivant moins EX. Donc, voilà ID de L vectoriel B et les suivants moins EX. Donc,
Et on peut calculer, bien sûr, on nous dit ici la force de la place, on peut calculer la force totale. F est égal à moins I, L fois B suivant EX. Bien. Est-ce qu'on peut déduire maintenant le sens du courant induit en utilisant la loi de modération de Lenz? Bien sûr, oui. Si la barre AB se déplace, toujours la seule question qu'il faut poser, est-ce qu'il y a augmentation de flux ou diminution de flux? La loi de modération de Lenz nous dit que le courant induit s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance. La cause principale de la naissance du courant induit, c'est la variation de flux. Donc, vous voyez bien que la barre se déplace, il y aura une augmentation de flux, c'est le flux coupé. Et si le flux augmente, le courant induit va s'opposer à cette augmentation et il va créer un champ magnétique qui va s'opposer au champ magnétique appliqué. Notez bien, ce n'est pas toujours le cas. La base doit s'opposer à la variation de flux. Donc, le flux augmente, le champ magnétique induit va être de telle façon à faire diminuer le flux, donc il va être dans le sens opposé A à B. Voilà, et donc, vous voyez bien que le courant induit, pour qu'il crée un champ qui s'oppose à B, doit circuler dans le sens qu'on a déjà déterminé par la loi de Lenz, par la loi de la force de Lorentz. Bien. Maintenant, on nous dit de déterminer la force électromotrice. Toujours dans le cas de l'induction, commencez par d'abord orienter le circuit. Tout est algébrique, tout dépendra de l'orientation. Le flux, il est algébrique. Donc, si j'oriente, le plus simple, c'est d'orienter le courant dans la direction, pour que la normale soit dans la direction de B, mais vous pouvez bien sûr choisir le sens inverse. Les résultats ne dépendent pas de cette orientation. Si j'oriente mon circuit dans ce sens-là, la normale, elle est dans le sens de B. Donc, le flux va être B fois S, fois D de S, parce que B et D de S sont parallèles et de même sens. Faites attention, si j'oriente le courant dans le sens inverse, je vais avoir un signe moins ici. Donc, le flux, c'est algébrique. Bien, donc avec ce choix d'orientation du contour, mon flux, c'est BL fois X, fois la surface. X, c'est la distance X, c'est OA. Et donc, la force électromotrice, c'est la dérivée de phi par rapport à t. Et la dérivée de x par rapport à t, c'est la vitesse à laquelle se déplace la barre AB. Bien, ou bien on peut le déterminer par la circulation du champ électromoteur. Je suis dans le cas d'un circuit mobile dans un champ statique. Le champ électromoteur, c'est le champ de Lorentz qui est égal à V vectoriel B. Et vous voyez bien que V vectoriel B est suivant moins EY. Donc, si je calcule la circulation de A à B, donc je vais le calculer dans le sens de l'orientation que j'ai choisie. Donc, ça me donne moins VB fois L, exactement la même valeur que j'ai trouvée par la loi de Faraday. Quelle est la signification de ce signe moins? Ça veut dire tout simplement que le courant, réellement, il circule dans le sens inverse à celui qu'on avait choisi. Si j'avais orienté le circuit dans le sens opposé, je vais trouver bien sûr une force électromotrice positive. Bien. Maintenant, donc voilà pour le premier exercice. Donc voilà le schéma électrique, force électromotrice. Toujours, le schéma électrique, il faut le choisir dans le sens qu'on avait choisi d'orientation du circuit. Et vous voyez bien que E égale à RI, ça veut dire tout simplement, réellement dans ce cas-là, le courant circule dans le sens inverse. C'est ce qu'on avait déduit par la loi de Lenz. Prenons maintenant le deuxième cas. Deuxième partie, cette fois-ci, les deux tiges sont mobiles, AB et CD. Et à t égale à 0, la tige AB elle est placée au point O. Et je vais communiquer à la tige AB une vitesse V0. Et on va essayer d'étudier le mouvement global des deux barres. Toujours, première chose très intéressante, très importante, c'est d'orienter le circuit. Et en général, le canevas d'étude, il faut déterminer les équations mécaniques en utilisant les lois de Newton, ensuite les équations électriques en utilisant les lois de Faraday, et en combinant les deux, en général, on peut résoudre tout problème d'induction électromagnétique. Bien. D'abord, essayons de déduire, de voir un peu comment on va évoluer le système avant de faire aucune étude. Quel sera le sens du courant induit? Donc là, vous voyez bien que si la barre AB se déplace, le flux va diminuer. À t égale à 0, le flux, ce sera B fois cette surface. Si la barre se déplace, la
flux va être B fois cette surface-là. Donc le flux a diminué. Donc pour compenser cette diminution de flux, d'après la loi de modération de Lenz, le courant induit doit agir de façon à augmenter le flux. Et vous voyez bien que dans ce cas, le courant induit va créer un B induit qui est dans le même sens du champ appliqué. D'accord? Donc le courant induit va circuler de A dans le sens du contour choisi. Voilà, les effets du courant induit s'opposent aux causes qui leur donnent naissance. Donc il va circuler dans le sens du parcours que nous avons choisi. Donc avec cette orientation maintenant, le flux toujours D de S et D de S suivant EZ. Le flux c'est l'intégrale de B D de S. Donc le flux diminue car la surface diminue. Donc le courant va s'opposer à la diminution de flux. Donc dans ce cas-là, on aura un courant positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si ce courant circule dans ce sens-là, vous avez ce champ magnétique B, vous avez ID de L vectoriel B, donc la barre CD va commencer à se déplacer, et donc il va avoir un mouvement qui va se déplacer suivant X, et puisque ID de L il est dans ce sens-là, vectoriel B, la barre CD va se déplacer suivant l'axe des X positifs, et la barre AB va être freinée. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer par les formules. Bien. Question suivante, quelles sont les forces de la place qui s'exercent sur chaque barre? Eh bien, une fois qu'on a déterminé le sens du courant induit, on va appliquer la force de la place, c'est ID de L vectoriel B. Donc voilà ID de L, voilà B. Donc vous voyez bien que ID de L, il est suivant EY, vectoriel EZ, c'est une force qui est suivant EX. Bien. On peut déterminer bien sûr, donc FCD c'est IL fois B. On peut déterminer la force sur AB, c'est la même chose, la force sur AB. Et vous allez voir moins ILB suivant EX. Parce que ID de L a changé de sens, vectoriel B. Donc voilà la force qui s'exerce sur AB. Donc CD va se mettre en mouvement et AB va avoir une force de frottement. Donc il va être freiné. Donc la barre CD va se déplacer suivant l'axe des X positifs. Maintenant, on va déterminer exactement l'expression des vitesses de chaque barre en fonction du temps. Je vais d'abord noter cette remarque qui est très importante, qui va nous aider beaucoup à résoudre ces équations-là. Si j'applique la deuxième loi de Newton aux deux barres AB et CD, la somme des forces est égale à M gamma. Pour la barre 2, mx secondes, c'est-à-dire m gamma cd, c'est égal à la seule force qui agit dans ce cas-là, c'est la force, bien sûr, il y a le poids et la réaction, les deux, leur projection suivant l'axe des x s'annule, donc la seule force qui va rester, c'est la force de la place, IA fois B, et pour la barre AB, c'est la même chose, m gamma est égal à la force qui est opposée, qui est égale à moins IAB. Si je fais la somme des deux, je vais avoir x seconde 1 plus x seconde 2 égale à 0. Si j'intègre, x.1 plus x.2 égale à une constante. Il y a t égale à 0, x.2 est égal à 0, x.1 égale à v0. Donc vous voyez bien que v de a plus v de c va être égal à v0, quel que soit t. Donc si je connais v de a, je peux déduire tout de suite v de c et inversement. Bien. Maintenant, on nous demande de déterminer la variation de flux en fonction de v de a, v de b et les b. Eh bien là, il suffit de calculer le flux de B. Donc le flux de B, toujours j'oriente le circuit, la normale, elle est dans le sens de B, donc voilà mon vecteur D de S. Et le flux à un instant T quelconque, c'est le champ magnétique fois la surface engendrée par les deux barres. Donc vous voyez bien que cette surface, c'est L fois XC moins XA. Donc ça, c'est la surface. Et c'est un signe plus parce que B et D de S sont parallèles et de même sens. Donc, je dérive le flux par rapport à T, ce sera BL, x.C, x.C c'est V de C, x.A c'est V de A. Quel est le courant induit? Bon, j'applique la loi de Faraday, E c'est moins D de phi sur D de T, la résistance du circuit total c'est n'était grand R, donc I est égal à moins E sur R, donc c'est moins BL sur R, V de C moins V de A. Donc voilà le courant induit qu'on va utiliser dans la suite. Maintenant, on va déterminer l'expression de FAB. Bon, je l'ai déjà déterminé tout à l'heure. FAB, c'est moins IL fois B suivant EX. Et FCD, c'est ILB suivant EX. Bon, là, il suffit de faire le produit vectoriel. Maintenant, on veut déterminer exactement l'expression de vitesse de chaque barre en fonction du temps.
Bon, voilà le schéma électrique équivalent. J'oriente toujours la force électromotrice dans le sens que j'ai choisi. J'applique la loi des mailles et vous voyez bien que E égale à RI. Bien, si j'applique les lois de la mécanique maintenant, donc là, sur la force sur la barre AB, vous avez M gamma est égal à la projection de la force, bien sûr, ici, plus R plus P, mais leur projection suivant EX, il est nul. Sur CD, la même chose, plus P et plus la réaction du tige, mais là, leur projection suivant EX, il est nul. Donc, suivant EX, il me reste uniquement ces deux expressions-là. Eh bien, pour résoudre ces deux équations, vous avez deux méthodes. Je vais suivre la méthode proposée d'abord dans le problème. Ensuite, je vais vous donner une deuxième méthode. Bien, je rappelle l'expression du courant I. D'accord? Donc, je vais remplacer I par sa valeur. Et voilà l'équation 1, voilà l'équation 2. Eh bien, on va faire 1 moins 2. Donc, si je fais 1 moins 2, vous voyez bien, je trouve une équation en V de A moins V de C. Et on va poser U égale à V de A moins V de C. Et vous voyez bien que cette équation devient une équation de premier ordre en U. D de U sur D de T, c'est moins 2L, L au carré, B carré sur M fois R suivant I. En posant taux égale à cette expression, et on trouve une équation de premier ordre très simple, D de U sur D de U, D de I sur I égale à moins D de T sur taux, qu'on peut intégrer bien sûr. U est égal à une constante exponentielle moins T sur taux. La constante est déterminée par les conditions initiales. À T égale à 0, U qui est égal à V de C moins V de A, V de A moins V de C plutôt, V de A moins V de C est égal à, puisque V de C est nul à T égale à 0, V de A c'est V0, donc la constante c'est V0. Très bien. Une fois que j'ai déterminé l'expression de I de T, je vais la remplacer ici dans chaque équation A et 2 par sa valeur. Donc ça c'est U, ça c'est U. Donc je peux trouver D de V de A sur D de T, c'est moins L carré B carré sur MR fois U. Je remplace U par sa valeur que j'ai déjà trouvée et je trouve une équation de la dérivée de V que je peux intégrer, bien sûr, l'intégrale de D de V sur D de V, ça me donne V, et l'intégrale de exponentielle moins T sur taux. C'est 1 sur taux exponentielle moins T sur taux plus une constante. La constante toujours est déterminée par les conditions initiales et on trouve facilement l'expression de V de A. Comme V de A plus V de C c'est une constante qui est égale à V0, quel que soit T, je déduis tout de suite V de C. Donc voilà comment on va évoluer V de A et V de C. On va les tracer en fonction du temps et on va retrouver ce qu'on avait très bien prévu par la loi de Lenz. Eh bien, le courant I, c'est moins BL, ça, on l'a déjà calculé. Maintenant, je vais remplacer V de A, c'est moins V de A, et je trouve l'expression du courant induit en fonction du temps. Donc, vous voyez bien, c'est un courant positif, comme nous l'avons prévu par la loi de Lenz. Bien, si on exprime V de A, V de T en fonction du temps, vous voyez bien V de C, elle démarre avec une vitesse nulle, il va être accéléré, ensuite il va atteindre un régime permanent où la vitesse va être constante, et quand T tend vers l'infini, vous voyez bien que V de C va tendre vers V0 sur 2. Bon, la même chose, V de A, il va démarrer avec une vitesse V0, il va être freiné plutôt, vous voyez bien que la vitesse diminue, et à partir d'un certain temps, il va tendre vers une vitesse, là aussi, si T tend vers l'infini, une vitesse constante qui est V0 sur 2. Et à partir de cet instant-là, je l'appelle T final si vous voulez, vous voyez bien que la vitesse des deux barres et des mobiles, ça veut dire la surface balayée par les deux barres, entre les deux barres, va rester constante. Et si S est constante, B est constant, le flux va être égal à constante. Donc à partir de cet instant-là, le courant va être égal à 0. Et c'est ce qu'on voit ici, si T tend vers l'infini, vous voyez bien que le courant induit tend vers 0. Donc tout colle. Bien. Donc vous voyez bien que si T tend vers l'infini, V tend vers V0 sur 2, et le flux reste constant, donc le courant est nul. Dernière question, quelle est l'énergie dissipée par effet Joule? Bon, il suffit de calculer. La puissance dissipée par effet Joule, c'est RI carré, et la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. On va la calculer entre T égale à 0 et un instant T quelconque. Bon, on connaît l'expression de I. Hein, voilà, l'expression de I, elle est là. Je remplace I par sa valeur. Et ce sera juste une simple intégrale de exponentielle moins de T sur taux D de T qui vous donne cette expression-là. Donc ça, c'est l'énergie perdue par effet Joule.
Si on calcule la variation de l'énergie cinétique entre l'instant t égale à 0 et l'instant t, à t initial, vous avez uniquement l'énergie cinétique de la barre AB. À un instant t, vous avez V de A au carré plus V de C au carré. On a l'expression de V de A, on vient de le déterminer, voilà V de A, voilà V de C. Vous calculez le carré des deux, vous faites la somme et vous allez trouver facilement cette expression-là. Donc voilà l'expression, voilà l'expression de l'énergie cinétique totale à l'instant t. Et bien, si on le compare à l'énergie perdue par effet Joule, on voit très bien que la variation de l'énergie cinétique est égale à l'énergie perdue par effet Joule. Donc, tout ce qui est perdu par effet Joule résulte de la diminution de l'énergie cinétique. Bien, voilà, je vais vous montrer une autre méthode de résoudre les équations différentielles 1 et 2 sans passer par le changement de variable U égale à V de C moins V de A, mais je vais utiliser le fait que x point A plus x point C égale à une constante égale à V0. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remplacer V de C par sa valeur. V de C, c'est V0 moins V de A. Voilà, V0 moins V de A. Et je trouve une équation différentielle en x seconde A. Bon, et ça, 1, c'est A en fait. Partout, c'est A. Voilà, x seconde A, A. Voilà. Ça paraît une équation de deuxième ordre, mais si on remplace x point par un changement de variable y, ça devient une équation de premier ordre en vitesse. Et là, c'est très facile à résoudre. La solution particulière, vous prenez y égale constante et vous allez trouver la solution particulière. Et la solution générale de l'équation y seconde plus y sur tau, c'est a exponentielle moins t sur tau. La solution particulière, c'est v0 sur 2. Et la constante a est déterminée par les conditions initiales et je trouve facilement V de A. C'est aussi une méthode plus simple, là aussi, que le changement de variable. Une fois bien sûr que je trouve V de A, je peux déterminer V de C, c'est V0 moins V de A. Donc voilà pour ces deux exercices intéressants sur l'induction électromagnétique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.